Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Etia Torment of Resurrection. Excusez-moi. Alors ça, c'est un sacré jeu, hein. C'est un sacré jeu, c'est un jeu dont je voulais vous parler il y a pas mal de temps. C'est un jeu que j'avais suivi il y a 2 ans, je crois, à peu près. Oui, que j'avais pas pu avoir pendant le Kickstarter, le premier Kickstarter, et donc j'avais commandé directement sur la boutique de l'éditeur. Et donc, écoutez, depuis que je l'ai reçu, ce jeu, j'y joue régulièrement parce que il m'amène énormément de satisfaction au niveau du gameplay, au niveau de sa facilité à jouer, hein, même si les règles peuvent paraître assez conséquentes, en réalité il n'en est rien, enfin de ma propre perception. C'est un jeu qui roule très bien, qui est très très agréable à jouer et qui contient aussi, vous voyez ici, pas mal de matos qui permettent de s'immerger et de se faire un petit univers sur sa table de jeu, comme vous le voyez ici. Là, c'était une partie que j'ai un peu changée, un peu rangée là, que je viens de terminer. Puis je me suis dit, allez, maintenant, Sheridan, il faut y aller, il faut en parler un peu de ce jeu, puisque après tout, il m'a quand même suivi pendant de longs mois. Alors c'est un jeu qui a été prévu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 14 ans et plus, et des parties prévues entre 30 et 120 minutes. Alors, comme dans tous les jeux, ça reste assez quand même approximatif, je pense, parce que c'est des parties qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, de mon avis, bien sûr. Alors l'éditeur de ce jeu, c'est Dia Games. En tout cas, dans cette version-là, parce que Etia Torment of Resurrection a quand même une bonne aventure. Donc, il est sorti en première édition sur Kickstarter par Dia Games. Ensuite, ces derniers ont tenté un peu plus tard, je crois 1 an ou 2 ans après la sortie de ce premier volet, de faire une extension, c'est Fierce, quelque chose comme ça, qui a mené beaucoup de gameplay, des figurines en plus, des héros ou un héros, plus un mode solo un peu plus avancé. Et en fait, la campagne s'est très mal placée et Dia Games a fermé ses portes, mais a été immédiatement repris par une autre maison d'édition, donc qui a conservé exactement la même équipe et tout ça, mais qui a pris un peu en main tout ce qui est le côté édition du jeu, production, édition, et qui a dû sans doute rajouter autre chose. Et ils ont, donc j'ai pas le nom en tête de cette entreprise, CCTG, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils ont ensuite proposé sur GameFound une campagne où ils ont remis l'extension en financement participatif. Cette deuxième édition du jeu donc n'est pas encore livrée. Ça va pas tarder. Moi, je n'y ai pas participé parce qu'à l'époque, je n'avais pas les finances. Hein. Je voulais vraiment y participer parce que je vous dis, ce jeu, pour moi, il est très bon, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas les finances à l'époque, donc on verra bien comment est-ce que ça va sortir après en magasin, si ça sort en français, et ainsi de suite, et à quel prix surtout, parce que autant moi j'avais trouvé personnellement que la première version, celle-ci là, avec les boîtes de rangement, tout ça, était tout à fait correcte au niveau du matériel contenu, autant là la deuxième édition, avec la réalité du marché, hein, puis l'évolution du marché entre temps, a fait que moi c'était vraiment quand même beaucoup plus cher, beaucoup trop cher pour moi en tout cas. Voilà, après chacun a son portefeuille, chacun se fait son idée. Donc on verra bien si il y a une version boutique et à quel prix elle sortira. Donc, mais ça, pour ça, il faut d'abord attendre que la deuxième version arrive. Donc là, je vous parle donc de Etia Torment of Resurrection, la première édition par Dia Games. Alors dans ce jeu, il y a quand même une petite ambiguïté qui peut se faire parce que il peut passer pour un jeu narratif d'aventure épique ou tout ça, de par ses tuiles et puis de par son univers et tout ça, mais en réalité, ça n'en est pas un. Hein. Ce n'est pas un jeu narratif, c'est un jeu où on va essayer de développer durant une partie un personnage. Donc vous voyez ici le plateau de personnages. On va essayer de le développer en lui trouvant des armes, en apprenant des capacités, des héros liés au héros. Vous verrez ça en essayant d'augmenter ses points de vie, en gagnant des essences, d'élémentaires, des gemmes, tout ça. Voilà, en essayant d'améliorer ses actions. Puis on va quand même essayer de vaincre des monstres, tout ça, d'aller miner, d'aller remporter des mini-quêtes qui sont symbolisées par des tuiles et qui rentrent en jeu au fur et à mesure où on découvre les territoires. Donc voilà, mais tout ça au cours d'une partie sans avoir réellement une narration comme une sorte de campagne ou autre. Voilà, c'est ce qui peut créer parfois la mésentente quand
quand on pense jouer à Eutia en jouant un jeu narratif. Donc ça n'en est pas réellement. Mais par contre, il arrive à nous plonger le temps d'une partie dans une petite aventure où justement, en fait, ils contiennent tous ces petits ingrédients, vous savez, qui font qu'on a envie d'y jouer parce que on arrive à faire progresser notre joueur. En tout cas, moi, c'est toujours ce petit truc qui m'attire. Moi, j'ai envie de progresser. Là, j'ai envie de posséder la meilleure arme, les meilleurs soins, de trouver le meilleur combo pour évoluer, pour arriver à battre des monstres de plus en plus puissants et réussir surtout les scénarios en fait que nous imposent les parties, parce que les parties sont régies par un scénario. Donc on met en place une partie, on lit un scénario, on a des objectifs et puis on va essayer de les résoudre avant les autres. Tout ça en obtenant de la réputation, parce qu'en gros dans le fleuve, si je dois vous résumer ça, en gros une ancienne malédiction appelée le fer. Enfin, je sais pas si c'est une malédiction réellement. Il faudrait que je relise le bouquin. Vous voyez, on a un petit bouquin comme ceci, ici, Art et Histoire, qui nous replonge un peu dans l'histoire de Eutia, Torment of Resurrection, qui nous explique comment est arrivé le fer. Là, c'est une sorte d'énergie maléfique qui, quand elle se répand autour d'elle, en fait, asservit toute la population, la rend fantomatique et détruit au final toute vie qui l'entoure pour la corrompre, en gros, c'est ça. Et donc en fait, nous sommes des héros qui avons juré de lutter et de repousser cette malédiction bleue, le fer. Voilà. L'avantage que les héros possèdent et que ne possédaient pas les héros qui, à l'origine, dans l'histoire, quand on la lit, ont provoqué cette venue de la corruption, c'est que nous, les héros de notre époque à laquelle le jeu se situe, nous avons la possibilité de nous ressusciter grâce à la chapelle qui est toujours symbolisée par cette tuile-là. Ici, en nous rendant à la chapelle, quand nous mourons, nous revenons à la chapelle et nous sommes ressuscités par les prêtres de l'ordre Saint-Michael. Voilà. Et le problème dans l'histoire du jeu, en fait, c'est que les prêtres de Saint-Michael, ça leur coûte énormément, jusqu'à leur coûter la vie de nous ressusciter. Donc, il y a toute une histoire, un petit conflit entre les héros et cet ordre-là, qui de toute façon est obligé de faire ça, mais qui n'en peut plus de perdre ses membres à cause de nos échecs. Mais l'avantage que nous avons, nous, c'est que justement, nous pouvons apprendre de nos échecs, c'est-à-dire que dans ce jeu, on ne meurt pas réellement. On a bien sûr quelques petits malus du fait d'avoir été tué, mais on est régénéré et on peut repartir au combat. Donc en fait, une partie de Eutia, quand on la joue en multi, à part certains scénarios qui sont un peu coop, vont confronter les joueurs, vont faire se confronter les joueurs pour arriver à trouver un gagnant, c'est-à-dire celui qui aura obtenu de par ses actes héroïques le plus de réputation. Alors la réputation, elle va être mesurée sur ce plateau ici. On va commencer ici à 1, puis on va tourner, on aura la possibilité d'en faire beaucoup. Ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte le timer de manches, quoi. C'est les manches, parce que les scénarios vont être mis, par exemple, un scénario peut dire à la 11e manche, eh bien, le scénario est fini. Par exemple, donc on aura tout ce temps-là pour arriver à se stuffer, à voyager et à accomplir les points du scénario pour arriver à la fin et gagner encore plus de réputation. Voilà, en gros, le jeu. Là, je simplifie vraiment l'explication, quoi. C'est pour vous faire une synthèse de ce que peut apporter Eutia, Torment of Resurrection. Alors, ce jeu-là m'avait tellement pris quand je l'ai découvert, parce que je lui ai découvert une rapidité, une simplicité de compréhension et surtout la possibilité, l'univers, les mécaniques qui le composent offrent une liberté pour la création de scénarios qui est pour moi superbe. Et donc, quand j'avais découvert ce jeu-là, après y avoir joué maintes fois, je m'étais mis à développer des scénarios que j'ai d'ailleurs postés sur BGG, si ça vous intéresse et si vous voulez avoir le plaisir d'y jouer. Donc voilà, donc ça me plaisait tellement que voilà, j'étais parti dans la conception d'un scénario. Je ne sais plus combien j'en avais créé et avec comment est-ce qu'il s'appelait, Alajex, celui qui a rédigé l'histoire en fait de l'univers. Nous avions bien sympathisé et donc pu échanger. Il m'avait amené des compléments de l'histoire de Eutia et donc j'avais essayé moi de créer des scénarios qui collaient le plus possible aux éléments de l'histoire du jeu, en gros. Donc j'avais créé 3 scénarios indépendants puis une mini-campagne. Et dans cette vidéo-là, sachez d'ailleurs qu'il existe quand même pas mal de choses. Donc on a ici le livret de règles qui est assez complet, qui est bien fait.
qui est bien fait. Hein. Moi, j'ai pas éprouvé de difficulté parce que c'est numéroté, on cherche les choses, on les trouve. Ici, à la fin, on a un index avec tous les mots, si éventuellement on est bloqué, ben avec les pages. Donc moi, je trouve que ça, c'est un livret qui est super bien réalisé, c'est assez aéré, c'est très clair. Moi, j'ai pas éprouvé de réelle difficulté à apprendre ce jeu à l'époque. Hein. Voilà. Donc, et puis, vous voyez, j'y retourne, en fait, sans grosse difficulté non plus. Hein. C'est vraiment, il y a des aides de jeu qui viennent avec le jeu, donc, qui vous aident. Ça, c'est pour compter les points de réputation à la fin de partie. Très bien fait. On a un récapitulatif, voilà, des tuiles héros, vous verrez ce que c'est, hein, et de toutes les icônes, en fait, qui sont dans le jeu. Voilà, c'est très humble. Donc, on perd pas de temps à se replonger. On a ici ce que nous apporte de nous rendre à la chapelle pendant qu'on est vivant. On a ici, lorsqu'on est ressuscité, eh bien, ce que l'on gagne. Voilà, en fonction de comment on est mort. On a ici les explications des gemmes rapides. Les pouvoirs des élémentaires, ce qu'ils font. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est des fiches très bien faites. Donc voilà, et ça, c'est les règles de commerce lorsqu'on veut commercer et les lieux de commerce. Voilà, on a la tour des soroctones, les alchimistes et les marchands. Donc voilà, avec ces aides de jeu et le livret de règles qui est assez clair, eh bien on n'a pas du mal à apprendre le jeu et d'une et à y revenir et de deux. Voilà, c'est vraiment un jeu. Donc on a le livre, c'est vraiment un jeu, c'est super. Hein. Donc on a un livre de règles très complet et ensuite on a une annexe hein, ici qui est bien faite aussi. Voilà, donc introduction, les tuiles de héros, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les différents héros ici, objets de stockage, enfin, tout est expliqué dans le détail, c'est-à-dire que dans le livret de règles, on nous dit ce que c'est, comment l'utiliser, tout ça, et puis, bien sûr, dans l'annexe, on a l'approfondissement de telle ou telle chose, voilà, hein, et ça, toujours très bien fait, avec des illustrations qui collent bien au truc. On a ici les symboles qu'on retrouve sur les aides de jeu, mais vous voyez, on a toutes les tuiles, toutes les cartes hein, expliquées en annexe. Hein. Donc, si jamais on a un doute, qu'on ne comprend pas les icônes et tout ça, ben on peut venir fouiller ici pour avoir un complément d'explication. Donc, c'est vraiment bien fait. Là, on a la description de toutes les tuiles héros. Voilà, pour chaque héros. Donc, c'est parfait. Voilà. Et ça, on retrouve cette explication des tuiles héros sur une fiche. Chaque héros vient avec une fiche comme ceci. Voilà, un peu cartonné là, où on retrouve toutes les explications des tuiles que le héros peut débloquer tout au long de la partie en fonction de son niveau. Voilà. Donc voilà, moi je dis, si on s'y perd, c'est qu'on le veut bien. Alors, après l'annexe, le livret de règles, on a ensuite deux livrets de scénario. Alors, dans la boîte de base, simplement, on a ce livret de scénario ici, voilà, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénarios, voilà, qui mettent en scène différentes cartes du jeu, différents éléments, avec une difficulté qui change. Vous voyez, là, on a par exemple ici, héroïque, 100 minutes par joueur. Voilà, hein, c'est pour ça que le jeu peut être vraiment très long. Après, ça démarre à la quête du suzerain, 60 minutes par joueur. La première quête ici, c'est ici la chasse. La chasse qui est de 30 minutes par joueur, on le voit ici. Voilà. Donc il y a une mise en place, une situation ici, un petit fluff, hein, vous voyez, c'est pas non plus énorme. On a une mise en place qui ici symbolisée par ce tableau qui va nous permettre de sélectionner les tuiles dans lesquelles nous avons évolué. Puis chaque scénario est foutu pareil. Voilà. Avec après des compléments, des difficultés supplémentaires, des objectifs un peu plus intéressants au fur et à mesure qu'on va essayer d'avancer dans les scénarios. Et ça, j'ai trouvé ça super. C'est ce qui m'a donné l'idée à moi de pouvoir faire des scénarios en fait. Donc voilà, on a ce livre de scénario ici. Et puis ensuite, si on a pris l'extension élémentaire, on a les scénarios élémentaires ici. Donc bon, dans toutes les langues, on a 3 scénarios de plus avec du matériel en plus. Voilà. Donc ça, c'est top, du top, du top de mon goût. Alors voilà, j'ai fait ceci. Je vous montre ceci parce que en fait, dans cette partie-là, où je vais partir directement, comme maintenant j'en ai pris l'habitude, sur une partie d'explication, je vais utiliser un de mes scénarios. Comme ça, je ne spoilerai pas... entre guillemets, les scénarios existants dans la boîte de base. Je ne vais pas faire le premier scénario, la chasse, parce que je le trouve quand même assez simpliste maintenant que j'ai appris à y jouer, quoi. J'ai envie de me frotter un peu plus costaud. Donc voilà, je vais vous faire la partie avec un scénario que j'avais créé. Comme ça, vous pourrez me dire votre avis. Et puis voilà.
Et donc, pour en terminer avec ceci, voilà le scénario sur lequel je me propose de jouer. Donc, j'avais donc créé, hein, c'est on va jouer le jour du héros. Voilà. Donc ici, multi, solo, difficile, 90 minutes par une personne. C'est comme ça que je l'avais estimé moi. Donc là, il y a un fleuve, et puis on va venir tout à l'heure dans l'explication de ce scénario-là, qui est assez simple, mais que voilà, on va essayer de jouer. On va essayer de se le faire, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, et je m'en rappelle plus. Donc c'est très bien. Je vais voir si mon scénario colle. Comme je l'ai pas joué depuis un moment, je vais voir s'il était bien fait ou s'il était mal fait. À la base, il me paraissait super bien fait. Maintenant, on va voir avec le recul. Bon, et bien à présent, on va démarrer donc le jeu, hein, on y va, on se lance. Bon, alors la première chose que je vais faire avant de vous expliquer le scénario, c'est de commencer par choisir le héros. Donc pour ce faire, je vais nettoyer un peu tout ça, et puis on va partir là-dessus. Alors voilà, on commence donc par choisir un héros parmi les 5 qui existent. Bon, moi là, j'ai choisi pour la démonstration de jouer avec Maldur. Vous voyez, c'est inscrit ici. Maldur. Ok, très bien. Bon, ben, qu'est-ce que c'est un plateau de joueurs? Alors, dans un premier temps, on a ici sur la gauche, bon, ben, on a l'illustration du héros, on a sa figurine ici. Donc, on prend, voilà, hein, pour incarner notre héros sur le plateau de jeu. La figurine est correcte. Il y a un wash, hein, qui a été appliqué. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est venu avec. Voilà, avec le jeu. Voilà la figurine de Maldur. Donc, on prend sa figurine qui est assez haute, hein. Elle doit faire, 5, 7, peut-être 70, je pense plus même. Waouh, ma connaissance, c'est pas mal. Ensuite, donc sur le côté ici, là, toutes ces cases-là, c'est l'emplacement héros. Donc c'est l'emplacement pour les tuiles héros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, vous voyez ici, vous avez des emplacements qui sont libres, qui ne contiennent pas ni l'emblème d'essence qui est celui-ci, et ni l'emblème de pièce qui est ici. Donc voilà, ça c'est des pièces d'or. Hein. Ça veut dire que ces emplacements, eh bien, sont disponibles. On peut y mettre des tuiles héros dessus. On commence chacun avec une tuile, voire plusieurs tuiles héros disponibles. C'est celles qui ont ce dos-là, avec l'emblème du héros. Hein. Ici, c'est l'emblème de Maldur. Voilà. Donc, on va positionner les tuiles de héros disponibles sur les emplacements disponibles ici. Il va falloir faire des choix pour certains héros. On a des emblèmes ici, des emblèmes, oui, bien sûr, des icônes. Sur le plateau, ici, ça, c'est l'icône qui va symboliser l'icône d'une arme. Voilà. Et ça, c'est les emblèmes qui vont symboliser ici l'emblème d'une compétence, ici l'emblème d'un effet d'initiative, et ici aussi arme d'initiative et la compétence d'initiative. Voilà. Et ça, c'est l'emblème de compétence. Vous verrez que ça a son importance dans le jeu. Voilà. Alors, moi, ici, je vois que ma tuile de héros disponible, c'est une arme. On a cette icône ici. Je vais la positionner là. Voilà. Après, les tuiles de héros, eh bien, on a le coût d'acquisition de la tuile de héros qui est ici. Vous verrez que c'est possible d'acquérir des armes de héros, des tuiles de héros lors d'une action commerce en payant le coût d'acquisition. Tout ça, c'est une mécanique qu'on verra en jeu. Ici, ce sont les dégâts qu'inflige mon bâton de feu. Donc ça, cette icône-là qui est ici, ça veut dire que ça, c'est utilisable lors d'un lancer de dés du héros. De 3 à 5, je vais faire un dégât. De 6 à 9, je vais faire 2 dégâts. De 10 plus, je vais faire 3 dégâts. Voilà, ça, c'est simple. On va de toute façon y venir pendant le jeu. Donc ici, c'est l'emplacement des tuiles de héros qu'on va pouvoir débloquer. Parce que chaque héros vient avec, alors attendez que le temps ne me glisse pas, un sacré paquet de tuiles de héros débloquables au fur et à mesure du jeu en fonction de l'avancement des points de réputation sur le tableau de réputation qu'on a ici. Là. Voilà, je vais vous le chercher. Voilà, ici, c'est le tableau de réputation. Vous voyez qu'on va mettre les icônes, les jetons héros à la couleur de chacun de nos héros. Bon, pour Maldur, c'est ceci. Voilà, ici ce sont les jetons que je vais utiliser pour le mode solo, donc qui viennent des jetons de notre héros. Hein. Donc là, les jetons de Maldur sont ici, on va les positionner là. Et puis à chaque fois qu'on va atteindre, en montant en réputation, une icône de livre comme ça voudra dire que on va pouvoir débloquer les tuiles de héros de niveau 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40. Voilà, avec une mécanique que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça, on va y venir plus tard.
après. Donc voilà, en fonction de l'avancement sur la réputation, on va pouvoir avoir accès à des tuiles de héros différentes. Voilà, niveau 2, niveau 4, niveau 6, et ainsi de suite. Si on retourne les deux premières tuiles, à chaque fois qu'on va vouloir en faire l'acquisition, il va nous falloir choisir entre les tuiles du niveau correspondant, en choisir une si on en a envie, ou alors juste débloquer ces deux tuiles, les mettre en attente, et lors d'une prochaine action de commerce, voilà, je vous en parle un peu, ben on va pouvoir choisir une des tuiles, en garder une, la positionner sur un emplacement libre de notre plateau héros en fonction de l'icône ici qu'elle a sur elle et de l'icône ici. Vous voyez que là, c'est des capacités, hein, voilà. Eh bien, on va pouvoir, si elle est disponible, si on a payé le coût ici, si on a déverrouillé cet emplacement, on va pouvoir venir la poser là, et elle sera utilisable, et ça va rajouter des atouts à notre héros. Voilà, en gros, ça, c'est l'emplacement des tuiles héros. Mais vous inquiétez pas, on y viendra en jouant, ce sera plus simple à expliquer. Donc ici, emplacement des tuiles héros. Ensuite, nous avons ici l'emplacement pour stocker l'or. Oui, on va amasser de l'or pour nous payer des services en ville. Ensuite, on a l'emplacement des jetons actions. Alors ce jeu, il fonctionne avec des jetons actions comme ceci. Voilà, chaque héros va venir avec ces jetons-là. Donc il y en a 6. Voilà, chaque jeton, donc en début de partie, on va positionner, donc attendez, je positionne l'arme de départ ici, à sa place. Ensuite, chaque héros va aller prendre un jeton de sa réserve, un jeton, un mouvement ou minage, hein, extraction, qui va positionner ici. Il va aller prendre un jeton, il est où? Ici, combat ou 3 déplacements, qui va positionner ici, et un jeton, hop, commerce, qui est ici, commerce ou 2 déplacements, qui va positionner ici. C'est comme ça qu'on va jouer, en fait. Ces 3 jetons-là vont être mis de côté, car vous avez remarqué qu'il y a un emplacement là. On va pouvoir, si on n'utilise pas toutes nos actions pendant notre tour et qu'on décide de passer, on va pouvoir réserver le jeton qu'on n'aura pas utilisé ici et en mettre un nouveau lors du début du prochain tour. Par exemple, ici, j'ai réservé un commerce, donc j'ai un emplacement libre, je mettrai un commerce et je me retrouverai avec 4 jetons d'action pour le tour suivant. Voilà, en gros, à quoi est-ce que ça sert? Alors, ces jetons d'action, on va pouvoir les utiliser de 2 manières, à chacun. Hein. Donc, le mouvement, soit pour le mouvement qui est marqué ici en haut, donc ici 2 mouvements, 3 mouvements ou 1 mouvement, c'est-à-dire un déplacement d'une case sur le plateau, qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, ou alors pour son action spécifique. Ici, action de commerce, ici, action de combat, ici, action d'extraction. Voilà, c'est tout, c'est comme ça qu'on va évoluer. Alors, les actions paraissent restreintes, oui, c'est vrai, mais ça va nous demander d'optimiser nos déplacements, d'optimiser nos actions en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, une bonne planification, une bonne séquence de planification là-dessus. Voilà pour ça. Ça, ce sont donc les emplacements des jetons d'action héros. Ici, nous avons la piste de santé. Donc, chaque héros a des points de vie de départ. Qui vont être symbolisés par cette icône-là. Donc, on va mettre cette icône ici. Et ce jeton ici, excusez-moi, et on va mettre ce jeton-là ici. Alors, ce jeton-là va être amené à augmenter ou à diminuer en fonction de nos malus ou alors des bonus qu'on va obtenir avec des armes ou autres. Donc, et ce jeton-là, il va diminuer ou augmenter en fonction des dégâts qu'on va prendre ou des soins qu'on va se faire. Si je prends 2 dégâts, 1, 2, je vais descendre là. Ça ne bougera pas. Ça signifie toujours le maximum de points de vie que je possède. Donc, si à un moment donné dans la partie, je gagne parce que j'équipe par exemple une armure qui me donne des points de vie, eh bien, je vais augmenter ici mon maximum de points de vie. Et j'augmenterai d'autant mon jeton ici de limite 1, 2, voilà, ici. Lorsque je perdrai ou que je déséquiperai cette armure, eh bien, bim, bam, je serai obligé de descendre. Là, je ne descendrai pas, si je me rappelle bien des règles. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, quand on va perdre des points de vie ou en gagner, on va bouger ça. Voilà, parce qu'on aura pris des dégâts. Là, lorsqu'on va mettre un équipement ou autre qui va nous donner, qui va nous augmenter notre maximum de points de vie, eh bien, on va augmenter ici. Voilà, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 29 points de vie. C'est balèze. Je pense pas y être déjà arrivé. Je pense pas, je me rappelle plus. Voilà, en gros, ça, donc, c'est la jauge des points de vie du héros. Ici, nous avons les emplacements des équipements, ici, du héros. Alors ça, ce sont les armures qu'il va pouvoir acquérir. Vous remarquez qu'il y a une pièce. Alors tout n'est pas comme ici et ici. Ces emplacements-là ne sont pas les mêmes sur les héros. C'est-à-dire les coups.
Vous voyez qu'ici, pour Maldur, il va d'abord falloir, avant d'équiper des genouillères, que je paye, que je déverrouille l'emplacement, toujours en faisant du commerce, en payant une pièce d'or. Pareil pour le plastron et pareil pour le casque. Voilà. Mais on voit ici, par contre, que pour le collier, la bague, donc collier, amulette, pour la bague, les gants et les bottes, eh bien, je n'ai pas besoin de déverrouiller l'emplacement, ils sont directement disponibles. Donc, lorsque je vais faire l'acquisition d'une armure ou une pièce d'orfèvrerie, eh bien, je vais pouvoir venir poser ceci si l'emplacement est disponible. Et ces armures ou ces orfèvreries, vous verrez que ça amène énormément de plus et de bonus aux héros. Donc au début, on démarre, on n'a pas grand-chose, hein. On démarre juste comme ça. Ensuite, ici, nous avons les emplacements des besaces. Ça, c'est le nombre d'objets ou alors de monstres vaincus que nous allons pouvoir trimballer dans notre sac. Voilà. Ici, j'ai donc 3 emplacements. Ces emplacements-là peuvent être améliorés, bien entendu, par des équipements ou autres. Vous verrez ça, pas mal de jeu. C'est assez intéressant. Tout est améliorable, tout est modifiable. C'est un des points qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Ensuite, ici, nous avons les emplacements pour les jetons gare. Donc, les jetons gare, ce sont des jetons qu'on va essayer d'acquérir parce que c'est des jetons qui vont nous permettre de modifier nos lancers de dés, mais aussi de modifier les lancers de dés des monstres. Car dans ce jeu, on va rencontrer des monstres, on va combattre, et eux aussi vont combattre. On va pouvoir modifier grâce à ceci nos lancers et les lancers des monstres. C'est assez puissant et très très intéressant et très important dans le jeu, ceci. Ici, nous avons les emplacements des gemmes que l'on peut récolter, des gemmes et des essences, excusez-moi, que l'on peut récolter. Alors les essences, ce sont des essences élémentaires qu'on va pouvoir récolter en confrontant les élémentaires. Il y en a 4, terre, feu, air et eau. Quand on va confronter un élémentaire en fonction de nos résultats de G2D, le résultat de la confrontation, on va peut-être éventuellement pouvoir récolter des essences d'élémentaires qui vont nous donner aussi des bonus différents en fonction de l'essence que nous allons récolter. Donc c'est ici que nous allons pouvoir les disposer. Il y a également des gemmes qui vont être trouvables pendant l'extraction dans différents terrains. On a des montagnes, on a des lacs et on a des mines aussi, dans lesquels on va pouvoir essayer d'aller extraire du minerai. Eh bien, on va pouvoir recueillir des gemmes qui, elles aussi, vont nous donner des bonus si on arrive à les poser sur les différents éléments d'armure ou d'orfèvrerie. Vous verrez ça, c'est puissant, c'est très bon. Alors, les emplacements sont limités ici, vous voyez qu'on en a que 5, mais pareil, ils sont améliorables par certains effets d'équipement ou autres. Voilà donc pour le plateau du héros, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, moi j'ai choisi Maldur, j'ai mis son arme de départ ici, j'ai mis ses 3 jetons en action, j'ai pris sa figurine ici pour le moment, elle reste là, j'ai mis ses points de vie de départ, je ne possède rien d'autre sauf 4 jetons gare ici que je vais positionner. Voilà, ici, sur le plateau, je vous en montre un, alors comme ceci, voilà, ils sont recto verso. Ça, ce côté-là, c'est lorsqu'on va bonifier notre G2D. À chaque fois qu'on va bonifier notre G2D, on va pouvoir relancer un dé et se rajouter plus 2. Donc on relance et ça signifie un plus 2 à notre G. C'est super puissant. On peut en utiliser autant de fois qu'on veut, à condition qu'on en ait encore. L'autre face est rouge car c'est la face qui va être utilisée pour modifier le G2D d'un monstre. Oui, il y a eu du trouble. Donc on va faire rejeter un dé à un monstre et la face rouge signifie qu'il aura moins 2 à ce lancer-là. Donc là, c'est assez puissant aussi. Voilà, donc on démarre la partie avec 4 jetons gare, notre niveau de vie, notre élément, notre équipement de départ et nos 3 jetons action. On a également, chaque héros du moins a également à sa disposition les 2 dés à sa couleur ici, voilà, hein, qui vont être utilisés pour les jets de combat, entre autres. On a aussi également ici un petit insert qui regroupe tous les jetons à la couleur du héros. Point de vie infligé au monstre, ça va être important, notamment en multi, pour savoir qui et combien a fait de dégâts à un monstre. Alors, ici, nous avons d'autres jetons. Nous avons un jeton ici, vous le voyez, avec la face élémentaire, et un jeton ici avec une pioche et un marteau qui signifie le symbole extraction.
Donc, lorsqu'on va combattre un élémentaire, eh bien, quand on l'aura confronté, pardonnez-moi, eh bien, on posera un de nos jetons héros ici sur le plateau. Si on fait minage, une fois le minage fait, on posera un jeton minage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne pourra plus miner à cet endroit-là, on ne pourra plus confronter cet élémentaire parce que on l'aura déjà fait. Mais ces jetons-là nous donneront des points de réputation en fin de partie, en fonction du nombre qu'on aura posé sur le plateau. Ici, nous avons les jetons commerce, et bien c'est pareil, à chaque fois qu'on va libérer un poste commercial, que ce soit, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié, non, il y a les soroctones, les marchands et les alchimistes. Donc, eh bien, on va positionner un de nos jetons ici. Voilà. Et ceci, ce sont des jetons héros qu'on va positionner aussi, pareil, un peu partout sur le plateau, notamment lorsqu'on aura confronté un monstre et qu'il n'y aura pas de jeton commercial, d'icône commerciale sur la tuile, eh bien, on posera uniquement un jeton héros et non pas un jeton commerce. Lorsqu'on va confronter un monstre et qu'il n'y aura rien dessous, vous verrez ça, hein, on va poser uniquement un jeton héros, voilà. Tous ces jetons, là, commerce, héros ou minage ou élémentaires, vont compter à la fin de la partie pour les points de réputation. En multi, ils compteront aussi parce que un héros adverse qui voudra faire une action sur un endroit où on aura déjà posé un de nos jetons héros devra nous donner une pièce en compensation, puisque c'est nous qui avons permis de libérer cette action sur le plateau de jeu. Voilà, donc on commence avec ces éléments-là aussi, les 2 dés, et puis voilà, c'est tout. Après, je vous parlerai exactement de comment on joue, comment se décomposent les actions, ce qu'on peut faire réellement dans le jeu. Allez, on va mettre là, donc, de côté le plateau héros comme ça, on va essayer d'y jouer dans ce sens-là, je vais mettre le héros ici. Là, nous avons une petite carte assez importante dans le jeu avec son dé. Alors là, c'est l'intervention de Chi. Voilà. La déesse honore de ses bienfaits les héros qui en ont le plus besoin. Ça, c'est une manière aussi, un peu comme les jetons gare qu'on va illustrer ici, c'est une manière de compenser le hasard dans ce jeu. Voilà, lors des combats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors d'un lancer de héros, le héros va faire entre 2 et 5, il va augmenter le dé de Chi qui va démarrer à 0 ici, il va l'augmenter de 1. Donc par exemple, il fait un 2, un 5, il met 1 ici. Lorsque le monstre fera un jet de dés compris entre 10 et 12, eh bien on augmentera de 1 aussi le dé de Chi. Voilà. Tout ça pourquoi? Eh bien, à n'importe quel moment pendant le combat, on va pouvoir dépenser 1 ici pour nous donner plus 1. Le symbole de trèfle avec un plus 1, c'est toujours le symbole qui donne un plus 1 ou un plus 2 ou un plus 3 ou un plus 4 au jet de héros. Alors, on va soit en dépensant 1 ici sur le dé de Chi, hop, là, eh bien on va pouvoir se donner un plus 1, hein. Soit en dépensant 2, on va pouvoir récupérer un jeton gare, donc mettons G2 ou G4 ici, ben, je dépense 2, hop, où il est là, il est là, je dépense 2 et je vais me récupérer dans la réserve un jeton gare, hein, même à la fin du combat. Soit en dépensant 3, je vais me donner un plus 1 et mettre un dégât au monstre. Voilà, donc c'est un peu pour compenser en fonction de nos résultats. Le dé de Chi augmente pendant le combat. Une fois le combat terminé, eh bien on réinitialise ce dé, on le remet sur 0. Voilà. En tenant compte, c'est pour ça qu'il y a marqué, même à la fin du combat, c'est-à-dire que si à la fin du combat, ben, on n'a pas utilisé, qu'il nous en reste 3, eh bien on peut le diminuer de 2 pour aller prendre un jeton gare. Voilà, et ensuite on le remet à 0. Voilà. Donc ça, l'intervention de Chi, c'est pas mal, c'est une bonne idée pour essayer de compenser. Vous verrez que ça sert pendant les combats. Alors ensuite, il y a le plateau scénario à mettre en place ici. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Chaque joueur, bon moi là je vais être en solo, mais sinon chaque joueur vient poser un de ses jetons héros sur la case 0 ici. Et puis comme je vous en ai excusez-moi, comme je vous en ai parlé auparavant, on va aller avancer sur cette piste-là en fonction de la réputation qu'on gagne et ça débloquera l'accès à des compétences héros. Hein. Chaque jeton héros va débloquer ses propres compétences. Hein. Le jaune sera à 9, lui sera à 4, lui ne pourra débloquer que des compétences des tuiles héros de niveau 4 et lui pourra débloquer des tuiles compétences de héros niveau 9. Hein. Alors ensuite, ici, là, nous avons la piste, comme je vous l'ai dit, des manches, hein, qui vont être établies par le scénario que l'on va jouer. C'est uniquement en multi le premier joueur, donc on va tirer au sort un premier joueur. C'est uniquement le premier joueur qui va venir poser un de ces jetons héros ici, c'est tout. Voilà, les autres non.
Parce qu'en fait, ça n'a aucune importance. C'est juste pour pouvoir marquer le déroulé. Voilà. À chaque fois qu'on va démarrer sur le 1, quand une manche sera finie, on va passer au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, ben, on suivra ce que va nous dire le scénario au final. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on va en mettre 2. Donc, moi, là, je suis en solo. Je mets ici mon pion héros là. J'ai pris ensuite les pions héros de notre joueur au hasard, ça on s'en fout, en solo. Et je le positionne aussi sur le non, je dis des conneries là. Il n'y a pas besoin en solo, il n'y a pas besoin de le positionner. Celui-là, on s'en fout, on s'en sert pas. Voilà, donc je le mets de côté. Il y a que moi qui vais progresser ici sur la piste des points. En tout cas, en fonction des scénarios. Sur celui-là, que nous allons jouer donc le jour du héros, qui est un scénario de ma création. Je vous le redis. Eh bien, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, on positionne ça comme ça et on en a terminé avec le plateau scénario. Maintenant, on va voir le plateau commerce. Le plateau commerce, il est là. C'est celui-ci. Alors, dans le jeu de base, je crois qu'il n'y a... Oui, c'est au verso de cette tuile-là qu'on a le placement sans avoir la donne organiseur. La donne organiseur, c'est ceci. Voilà. Donc ça, je vais vous le rapprocher un petit peu pour qu'on le voit. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle boîte que j'espère ne pas faire tomber. Voilà, super. Donc c'est une boîte en carton, voilà, très bien faite, avec un couvercle que vous voyez au fond là-bas, qu'on vient placer devant pour fermer le tout en sécurité. Donc voilà, je vais tenter de vous montrer le dos. Oui, voilà. C'est pas mal. Hein. C'est franchement confortable au niveau de la mise en place. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien en fait, il y a les tuiles pour chaque commerce. Ici, ce sont les marchands. Ici, les alchimistes. Ici, la tour des soroctones. La tour des soroctones. Les soroctones, ce sont des magiciens qui ont une tour dont la magie les protège du phare, du fer, du phare. Voilà, vous savez, cette énergie corruptrice qui corrompt tout le pays de Tia. Donc à l'intérieur, ben en fait, nous avons des tuiles commerce qu'on va pouvoir aller acheter au fur et à mesure de la partie. Je vous en montre, voilà, il y a des pièces d'armure, il y a des coffrets contenant des gemmes, ainsi de suite, il y a plein de choses à l'intérieur. Et donc là, la mise en place, c'est quoi? Ben, c'est d'aller mettre cet étal-là prêt à servir. Donc là, on a un add-on organiseur, c'est-à-dire qu'on pose la tour ici, comme ceci. Alors, bien sûr, on prend soin de bien mélanger les tuiles de chaque marchand. Ça en fait un paquet à mélanger, je vous garantis. Donc voilà, la mise en place peut être fastidieuse à cause de ceci. Et là, on va tirer les tuiles, on en prend 4, bim, bim, on les positionne ici, à l'offre de chaque marchand, comme ceci. Voilà, donc là, je vais sans doute accélérer. Voilà. Donc bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, en fait, voilà, ça c'est les offres commerciales qui vont être disponibles vous allez voir, lorsqu'on va avoir l'occasion de se rendre dans différents comptoirs commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans un comptoir commercial? On va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir acheter donc un équipement qui est disposé sur chacun des comptoirs, hein. Donc il faut pas se tromper, hein. Ici on a les soroctones, ici on a les alchimistes, vous voyez la couleur, et ici on a les marchands. Donc quand je vais me rendre chez un marchand, je vais pouvoir acheter une de ces tuiles en fonction de ce qui m'intéresse, hein, de ce qui est proposé. Le coût d'achat d'une tuile est marqué ici, 5, et le coût de revente, parce qu'on peut revendre, est marqué ici. On peut revendre des objets éventuellement qu'on aurait en notre possession. Voilà. Donc, je vais choisir d'acheter un objet, de vendre un objet. Je vais pouvoir également, chez chaque marchand, me soigner. Donc, vous voyez que si je décide de me soigner ici, chez les marchands, je vais pouvoir me soigner de 5 points de vie. Chez les alchimistes de 8 et chez les soroctones, je vais pouvoir me soigner de 12 ou acheter des jetons gare. Ça, c'est assez intéressant. Donc, le coût ici, c'est de une pièce d'or. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. Je vais pouvoir vendre des objets, comme je l'ai dit. Je vais pouvoir également vendre des essences ou des gemmes que j'aurai positionnées sur mon plateau héros ici. Voilà. Et non pas sur des objets, parce que les objets peuvent contenir des gemmes. Comme vous le voyez ici, par exemple, sur cet objet-là, qui est un casque, il va lui nous bonifier notre maximum de santé de 1, hein, je vous en ai parlé, et on va pouvoir venir positionner sur ce casque-là des gemmes, parce que les gemmes, en plus d'être belles et rayonnantes, vous voyez, comme ceci, eh bien, nous offrent un bonus ici. Donc là, par exemple, si j'ai positionné sur ce casque-là,
cette gemme ici, eh bien, elle va me donner 1 point de plus à mon maximum de santé. Donc, ce qui fait que ce casque, potentiellement, peut me remonter mon niveau de vie max de 2. Donc, c'est super intéressant. Il contient aussi une gemme bleue. Donc, si par exemple, je pose une gemme bleue comme ceci, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, un mouvement de plus. Mais ça, c'est pas permanent. Ça va être dur de vous le montrer si en plus le mise au point ne veut pas se faire. Donc, ça fait beaucoup de choses à vous dire. Là, j'aurais peut-être dû garder ça pour la partie, mais bon, allez, j'y suis. Comment est-ce qu'on fait? Ben, pour ce qui est de cette gemme-là, cœur, elle restera toujours sur cette face car elle donne 1 point de vie max. Par contre, celle-ci, elle va être sur cette face lorsqu'elle ne sera pas utilisée. Et dès que je vais utiliser ce point de mouvement offert par cette gemme, bim, je vais le retourner côté inactif. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, une gemme ne pourra être utilisée qu'une fois par tour. Par manche, voilà. À la fin d'une manche, je rafraîchis toutes mes gemmes et tous mes plus, toutes mes compétences et toutes mes armes qui auraient été topées ou alors retournées. Voilà. Hop, inactif, actif. Voilà. Donc, je vous disais, on peut vendre des gemmes et des essences pour 2 pièces d'or à condition qu'elles ne soient pas posées sur des éléments comme ceci, ici. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dévoiler des tuiles héros. Donc, en payant une pièce d'or, je peux dévoiler des tuiles héros quand je suis dans un comptoir de commerce à hauteur de mon niveau ici sur la piste de réputation 2, 4, 6, 1, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Donc, à hauteur, si mettons, je suis ici à 4 et que je vais faire une action de commerce ici, par exemple, chez les marchands, alchimistes ou sur Octone, je peux, pour une pièce d'or, dévoiler autant de tuiles, c'est-à-dire dévoiler. Ben là, je suis niveau 4, je vais pouvoir mettre face visible à côté de mon plateau héros toutes les tuiles jusqu'au niveau où je suis. Donc là, je suis niveau 4, eh bien, je vais pouvoir dévoiler mes 4 tuiles. Si je veux acheter des tuiles héros et les positionner sur mon tableau de héros à condition que j'ai des emplacements libres, eh bien, je vais payer le coût, s'il y en a un, comme ici, pour pouvoir les positionner. Et à chaque fois que, par exemple, je vais utiliser ici, par exemple, si je prends concentration, je vais regarder celle-ci. Donc, quel niveau elle est? Elle est niveau 4, très bien. Niveau 4, ici, ben, si je choisis concentration, je vais la positionner sur un emplacement en payant le coût d'acquisition de cette compétence ici, 2. Je vais la positionner sur un emplacement libre qui est de la même icône ici, compétence, en l'occurrence là, ça match. Voilà, je vais la positionner là, il est libre, je peux le faire. Mais celle-ci, je vais devoir la défausser. Je ne pourrai plus la prendre, sauf compétences particulières qui me permettent, ou objets particuliers qui me permettent de rafraîchir, d'aller rechercher une carte, et de la remettre ici, découverte. Voilà, hein. Ça, c'est la possibilité de dévoiler des tuiles héros et d'apprendre une capacité. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ici déverrouiller des emplacements. Équipement ou héros, donc déverrouiller des emplacements, c'est payer le coût ici, 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 ici pour les capacités et ici, ici, ici pour les équipements. Tout ça se fait lors d'une action de commerce. On peut faire ça autant de fois qu'on le veut et qu'on le peut. C'est pas limité du tout. Il suffit de se trouver dans un comptoir de commerce et de faire une action de commerce. On peut acheter un objet, vendre un objet, se soigner, acheter du gars chez les soroctones, dévoiler des tuiles héros, apprendre une capacité, déverrouiller un emplacement héros ou équipement, vendre des gemmes, des essences. Voilà, c'est pas top. En fait, voilà, ça c'est un des super côtés du jeu. On fait une action et on peut faire plein de choses pendant cette action. Voilà. D'où je vous disais tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'on est limité par nos jetons actions, mais quand on fait une action, quand même, il y a de quoi faire si on a bien prévu le coup aussi. Et oui, il faut pas y arriver à poil là. Faut pas y arriver à poil. Donc, ça, on vient de faire la mise en place ici du plateau commerce. On a dévoilé les premiers objets. Il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dit par rapport à l'action commerce. On peut, une fois, gratuitement, faire défausser toutes les tuiles qui sont ici actives chez le commerçant, chez qui on est, quoi, et en redévoiler 4 autres. Ça, on peut le faire une fois gratuitement. Ensuite, si on veut le faire une autre fois, ben on va devoir payer un coût de une pièce, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, une fois gratuitement, et ensuite, si on veut le refaire, eh bien, on va payer, c'est marqué ici, on va payer ici un or pour renouveler l'offre de commerce. Voilà. Et là, on voit qu'ici, 0 or, une fois par action commerce.
Voilà, ici vous voyez ce qui a marqué chez les marchands. On peut pour un or dévoiler ou apprendre dévoiler une compétence et se guérir ou se guérir de 5 chez les marchands comme indiqué ici. Ensuite, on va aller mettre sur le côté du plateau de jeu. On va aller s'occuper de placer les cartes. Comment ça s'appelle? Les cartes rencontres. Voilà. Et là, il y en a un paquet. Et les cartes rencontres, elles vont rentrer en jeu en fonction des tuiles rencontres qui sortiront. Et ça, on ne sait jamais lesquelles c'est. Donc là, on va aller se reporter. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça. On va aller se reporter au scénario pour savoir, se donner une idée, ici, des cartes rencontres que l'on va devoir mettre en place. On voit que ici, on a de 1 à 2 joueurs. Voilà. Ça, c'est le symbole rencontre. Ça, c'est le symbole, alors attendez, je vais aller chercher, voilà. Alors, on a ici le symbole des tuiles fixes, appelées tuiles fixes. Ici, on a le symbole des tuiles rencontres. Et ici, on a le symbole autre tuile de territoire. Vous les voyez là-bas disposés, c'est pas encore mis en place. On a, avec la boîte, des petits sachets pour ranger ces tuiles-là, qui sont à l'icône de chaque tuile de scénario. C'est top du top. C'est en velours, et le velours, il n'y a rien de mieux pour se sentir moins lourd. Vous apprécierez ça. Alors, il manque quand même une icône de tuiles qui sont celles-ci. Je vais vous montrer sur les 2 jeux. Ici, on a les tuiles scénario. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est lorsqu'on va avoir des scénarios bien spécifiques, on va aller chercher des tuiles bien spécifiques de scénario. Ici, dans celui-ci, on n'en a pas besoin. Donc, tuile fixe, rencontre, scénario, autre tuile territoire. Alors, ce qu'on fait, c'est que moi, je veux savoir jusqu'à quel niveau je vais aller en tuiles de rencontre. Eh bien, elles sont ici, 1, 2 joueurs. Je vois que je vais mettre des tuiles rencontre 1, 2, pas de niveau 3, et des tuiles 4. Donc, pour préparer mon tas ici, je vais aller prendre toutes les tuiles, toutes les cartes. 1, 2, alors là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a plusieurs tuiles rencontres de niveau 1, plusieurs tuiles rencontres de niveau 2, plusieurs tuiles rencontres de niveau 3, 4, 5. Donc j'ai dit que je ne mettais pas les cartes 3, je n'en aurais pas besoin pour cette partie-là. Et je vais aller, je n'ai pas les tuiles de niveau 4, je vais aller les chercher. Ne bougez pas, je reviens. Les voilà. Donc ça, ce sont les tuiles rencontres niveau 4. Voilà, vous voyez que il y en a plusieurs de chaque sorte. Et ça va amener une variété au niveau du jeu, mais vous allez le voir pendant la partie, il y a un tirage spécial à chaque fois qu'une tuile rencontre va sortir. Donc je me prépare à ça sur le côté, comme ça, j'ai les tuiles niveau 1, 2, 3, non, 1, 2 et 4. Voilà, je me mets ce paquet-là, vous voyez que potentiellement tout ça peut sortir, mais c'est pas la réalité. Voir la mécanique qui renouvelle justement ce système de quête, de rencontre est assez intéressant. Donc, on rencontre pas non plus tout le temps les mêmes rencontres. C'est assez intéressant. Ces cartes rencontres vont nous donner un plus. C'est une sorte de quête annexe qu'on va pouvoir faire si on en a envie, si on en a le temps dans la partie, parce que parfois on est vraiment serré par le timing, mais qui vont nous donner forcément des bonus très très intéressants pour nous développer un peu plus rapidement. Alors ça va être un choix permanent à faire pendant la partie, et ça c'est super, encore un bon point qui arrive dans ce jeu. Alors, un des derniers éléments qu'il va nous falloir voir pour la mise en place, avant de placer le scénario, eh bien, on va s'intéresser ici aux cartes or et aux cartes argent. Alors, il y a deux utilisations. Il y a dans le mode multi, eh bien, elles vont servir pour donner des atouts aux monstres, parce que en mode multi, c'est assez intéressant. Quand un joueur héros va rencontrer un monstre, eh bien, c'est un autre joueur héros selon une mécanique que je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais qui existe pour pouvoir déterminer aléatoirement et faire en sorte que ce ne soit pas toujours le même joueur héros qui joue le rôle d'un monstre. Et ça, c'est pas mal fait dans le jeu multi. Eh bien, selon cette mécanique, c'est un joueur qui va endosser le monstre. Et donc, ces cartes-là vont lui servir à ce joueur qui va incarner le joueur monstre, qui va vouloir, bien sûr, empêcher le héros qui combat ce monstre de gagner. Ça va lui permettre de donner des atouts supplémentaires au monstre que va rencontrer le héros qui entre en combat. Voilà. Donc, carte argent et carte or. Voilà. En gros, c'est ça. Dans le mode solo, eh bien, ces cartes-là vont servir à donner, à gérer le combat contre le monstre. Vous allez voir, c'est bien foutu, je trouve. C'est très bien foutu. Donc, on va les prendre, on va les mélanger. Elles peuvent aussi servir à gagner de l'or, c'est-à-dire que pendant la partie, et cela en multi ou en solo, c'est pareil. Elles vont pouvoir servir en défaussant 4 cartes argent comme ceci. Je vais pouvoir gagner une pièce d'or.
ou alors une carte or. Ça, c'est à voir. Mais bon, moi, dans le jeu solo, les cartes or et argent ne me servent à rien. Donc, quand je vais en gagner, quand j'en aurai 4, je pourrai transformer, défausser 4 cartes argent pour gagner un or de la réserve. Donc ça, c'est assez top. Donc je mélange ces cartes-là. Il faut savoir que ces cartes-là aussi, on ne peut en avoir pendant le jeu courant que 5 en main. Dans le multi, lorsqu'on affronte un monstre, on peut en avoir plus de 5. Mais à la fin du combat, on va devoir, s'il en reste, en défausser jusqu'à arriver à avoir une main de 5. Donc on mélange ces cartes argent et or ici, comme ça. Voilà, j'espère que mes explications sont claires. J'en ai l'impression, puisque je connais le jeu. Donc je ne sais pas, il faudra me dire hein, si jamais je ne suis pas assez clair. Mais à mon fort intérieur, je pense que pendant la partie, tout ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus clair. Donc, je mélange ces cartes, je vous le rappelle, en solo. Elles ne vont servir uniquement qu'à gérer les atouts du monstre. Vous verrez que le monstre, grâce à ces cartes-là, va être plus ou moins puissant. Ça, ce tas de cartes ici, là, ne concerne uniquement que le solo. Alors, il y a un nom que j'ai mangé, mais c'est pas grave. Ce sont des cartes combat du monstre ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça va permettre au monstre de réaliser ses lancers de dés. Ça va me permettre à moi aussi, via des essences, de lui modifier son jet. C'est super, super. Et en plus de ça, donc là, on aura le jet du monstre ici, puis là, on aura, c'est ce qu'il va tenter de faire. S'il a récupéré des jetons gare, eh bien, il va tenter de les utiliser. Ça, c'est le symbole chaos. Lorsqu'il y a ce symbole sur une carte comme ceci, eh bien, ça veut dire que le monstre va tenter de réaliser une action ici avec les cartes argent et cartes or. Vous verrez pendant le combat. Donc voilà, hein, c'est vraiment un shuffle. Ça évite de jeter les dés et je trouve ça plutôt bien pensé. Ça combatte tout. L'action du monstre ici et son lancer de dés qui va déterminer sa force pour nous infliger des dégâts. Donc c'est super bien pensé, très simple, mais très 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 efficace lors d'un combat. Vous allez le voir pendant le jeu. Donc ça, ce paquet de cartes là ne sert uniquement qu'en solo et aussi lors de certains scénarios multi, hein, où il va être demandé d'effectuer des combats assez spéciaux contre les monstres. Donc il peut servir. Mais pour le moment, donc on va l'attribuer au mode de jeu solo. Je réserve également 2 dés ici pour le solo, hein. Donc ça, c'est 2 dés d'un joueur lambda, hein, d'un autre plateau héros que j'ai pris. Vous allez voir qu'ils vont servir pour marquer les dés sur ces cartes-là. Donc à présent, les amis, on a quasi terminé. On va pouvoir passer à la mise en place du scénario. Alors la mise en place du scénario, qu'est-ce qui va se passer dans ce scénario? Eh bien les amis, je me propose de vous faire ceci dans une vidéo qui va suivre. Je me suis permis de faire ceci, ce format-là, parce que je pensais que d'abord, vite fait, une petite explication du jeu, comme ça, là, avec une mise en place rapide, avant de passer sur le scénario, serait pas plus mal pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. J'ai ce petit problème-là. Je compte sur vous pour me dire si ça vous va ou si vous trouvez ça non inutile et que j'aurais pu enchaîner directement sur la partie. Ben dites-moi, hein, dites-le moi. Moi, je tente ça. Je tente ça. On va voir. Je compte sur vous. Hein. Dites-moi si ça vous va ou pas, parce que je fais les vidéos pour moi, hein, bien sûr, mais je les fais surtout pour vous. Donc, si ça vous va pas, vous dites non, Sheridan, il vaut mieux que t'enquilles directement sur la partie, quitte à faire la partie en plusieurs épisodes. Voilà. Donc là, on va dire que c'était la présentation et la mise en place d'une partie solo de ETIA, Torment of Resurrection. Et sur ce, les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite de notre partie.